Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de la série consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion de la faune dans les concessions forestières d'Afrique centrale. Cette série de formations a été créée dans le cadre d'un projet porté par l'ASBL Nature Plus et en collaboration avec Jean Blou Agrobiotech. Ce projet s'intitule Formation et diffusion des outils de gestion de la faune à destination des acteurs de la gestion forestière du bassin du Congo. Ce projet a été financé par le programme PPECF et cofinancé par l'Union européenne. Je m'appelle Eric Arnem et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de la conservation en Afrique centrale. J'ai aidé de nombreuses entreprises forestières sur cette thématique de la gestion de la faune. Aujourd'hui, je suis consultant formateur sur cette formation. L'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui a été conçu par Barbara Auré de Nature Plus. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de formation. Alors, la formation d'aujourd'hui va toujours vous aider à pouvoir élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la faune. Aujourd'hui, cette vidéo traitera plus spécifiquement des mesures de gestion que vous pouvez mettre en place en tant que concessionnaire forestier dans votre concession afin de pouvoir protéger les populations animales qui y sont présentes. Vous vous rappelez, ces mesures de gestion sont un 5e chapitre qui vient compléter une formation que j'ai déjà pu réaliser précédemment. Alors je vous fais évidemment le petit rappel concernant le fameux guide faune, donc cet ouvrage de référence qui est un petit peu notre ligne rouge à nous pour cette formation. Donc cet ouvrage est toujours téléchargeable gratuitement sur le lien que vous voyez ici. Et pour plus de facilité, eh bien, vous allez retrouver ici un petit code QR qui vous permettra d'ouvrir ce lien plus facilement. Nous allons parler aujourd'hui plus spécifiquement donc des mesures de gestion de la faune dans des concessions forestières en Afrique centrale. La première étape est forcément celle qui concerne la politique de gestion de la faune et le fonctionnement de l'entreprise. Vous vous rappelez que c'était l'engagement que prenait l'entreprise vis-à-vis justement de cette thématique faune. Ici, il est donc question de pouvoir intégrer cette politique dans les différents documents qui font vivre l'entreprise. Donc, le règlement intérieur notamment. Vous avez une fiche technique spécifique dans le guide faune qui va vous permettre de voir justement comment intégrer cette politique dans le règlement d'ordre intérieur. Vous allez la retrouver à la page 69 du guide. Donc ici, le règlement d'ordre intérieur, eh bien effectivement, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent au personnel de la société et qui sont en lien avec la gestion de la faune. On va parler par exemple de tout ce qui concerne la gestion de la chasse durant les heures de travail, l'interdiction du transport de viande de brousse dans les véhicules ou l'interdiction de participer à la commercialisation de la viande de brousse. Vous allez retrouver toute une série de règles qui peuvent être intégrées au ROI dans le tableau numéro 7 du guide faune. Alors quand on parle de mesures de gestion de la faune ou de protection de la faune dans une concession forestière, on va penser principalement à 5 types de mesures. Vous les retrouvez ici dans ce schéma. Chaque colonne va représenter un type en particulier de mesures. Vous avez tout d'abord les mesures de sensibilisation. Ce sont les mesures qui vont vous permettre simplement d'informer différents acteurs qui sont autour de la concession forestière. Les mesures conservatrices, ce sont toutes les mesures qu'un concessionnaire peut prendre afin justement d'extraire toute influence humaine sur la faune, donc en conservant notamment des zones importantes, mais aussi en gérant l'accès à la concession. Les mesures accompagnatrices, quant à elles, concernent toutes les mesures que peut prendre une société afin d'accompagner les populations ou accompagner les travailleurs dans le but de pouvoir notamment se fournir en protéines animales. Les mesures palliatives, comme son nom l'indique, il s'agit de toutes les mesures qui vont adresser les impacts qu'on ne peut pas complètement annuler. Donc il s'agit ici eh bien, d'approvisionner notamment les sites forestiers et les bases vie en protéines animales, puisque c'est un état de fait que nous amenons de la population là où précédemment il n'y en avait pas.
Et enfin, les mesures répressives, qui sont probablement celles qui sont les plus connues, c'est celles qui concernent la lutte anti-braconnage. Une fois que les règles sont connues, les personnes qui les enfreignent seront simplement amenées à être sanctionnées, que ce soit au travers du règlement intérieur de la société ou d'une manière légale. Une étape très importante dans la gestion de la faune, eh bien, c'est de connaître justement cette ressource faunique. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout ce qui se mesure s'améliore? Eh bien, il est question ici d'obtenir des informations préalables sur justement cette ressource faunique. Il y a différents types d'inventaires fauniques qui peuvent être réalisés et tout cela va être différent en fonction du but qui est recherché. Dans un premier temps, nous aurons un inventaire initial, celui qu'on appelle un inventaire de caractérisation initiale, qui va nous permettre d'identifier les zones où les populations animales sont plus nombreuses, mais également les zones où il y a plus d'activités humaines. Et ces premiers grands inventaires vont également nous permettre de vérifier la présence d'activités illégales. Il y a ensuite des inventaires de suivi faunique et ceux-là vont nous permettre bien d'estimer les impacts des activités humaines sur les populations animales, que ce soit l'exploitation du bois, mais que ce soit également d'autres types d'activités telles que la chasse ou le braconnage. Et enfin, le suivi va également nous permettre de vérifier l'efficacité de toutes ces mesures de gestion et de protection de la faune qui seront mises en place par la société. Est-ce que ces mesures vont avoir une influence sur l'abondance et ou la distribution des animaux? C'est ce que nous allons pouvoir vérifier au travers des inventaires de suivi. Un petit rappel avec cette diapositive, ce qu'on cherche à obtenir au travers des inventaires fauniques, ce sont des idées sur la diversité spécifique, c'est-à-dire la liste des espèces animales qui sont présentes dans la concession, mais également, si possible, des indices d'abondance, c'est-à-dire des mesures relatives de la taille d'une population par rapport à une autre. Si on peut aller jusque-là, c'est évidemment très intéressant de pouvoir définir la taille ou déterminer la taille de la population d'une certaine espèce. On va parler ici du nombre d'individus d'une certaine espèce dans une aire géographique. Ce qui est lié finalement à la densité, donc qui est rapporter simplement le nombre d'individus d'une espèce par unité de surface. Évidemment, il va falloir choisir la technique d'inventaire phonique en fonction de l'objectif qui est recherché. Ici, vous avez une liste de méthodes d'inventaire phonique qui vont être abordées dans des vidéos complémentaires. Les méthodes qui sont décrites ici sont des méthodes d'inventaire phonique qui sont généralement utilisées par les concessionnaires forestiers, mais ces méthodes sont amenées à changer, sont amenées à évoluer dans le temps. Donc il se peut qu'il y ait de nouvelles méthodes qui apparaissent et d'autres qui finalement disparaissent puisqu'elles ne répondraient éventuellement plus aux besoins des entreprises forestières. Et donc en tout premier lieu, évidemment, quand on commence à vouloir faire un inventaire phonique, la première étape, c'est celle de la revue bibliographique. Cette étape va permettre de lister les espèces qui devraient être présentes sur site et de déterminer les espèces cibles de l'inventaire. Est-ce que ce sont les grands, les moyens mammifères, les espèces qui sont plus chassées, les espèces qui sont emblématiques? Il va falloir quand même regarder à la législation du pays dans lequel vous opérez, puisque celle-ci peut vous obliger, par exemple, à utiliser une méthode d'inventaire plutôt qu'une autre. C'est le cas au Cameroun, où la méthode d'inventaire au travers des transects linéaires à largeur variable est celle qui est reconnue par l'État, tandis qu'au Gabon, c'est plutôt une méthode basée sur le piégeage photographique. Qu'est-ce qu'on va rechercher également comme information? Des informations sur la densité ou l'abondance de certaines espèces, ou plutôt sur leur distribution géographique, ou même simplement une confirmation de leur présence. Donc l'objectif de l'inventaire
est quelque chose qu'il faut déterminer assez rapidement. Il faut savoir répondre à cette question. Comment vais-je utiliser les données? Est-ce que je suis à l'étape de l'aménagement forestier et il est nécessaire pour moi de déterminer des séries de conservation, notamment où les populations animales sont importantes? Ou est-ce qu'il s'agit pour moi d'effectuer un suivi des performances du plan de gestion de la faune? Une fois qu'on a caractérisé la ressource faunique, il est maintenant question de pouvoir caractériser les menaces et les pressions sur cette ressource faunique. Et pour cela, on va faire une série d'études, notamment des études socio-économiques qui vont nous permettre de comprendre, de recenser les différents finages villageois. Pour le petit rappel, le finage villageois, c'est la réserve foncière sur laquelle s'exercent les droits d'usage, c'est-à-dire les surfaces qui sont exploitées actuellement ou qui pourraient l'être dans le futur. Les terroirs villageois, quant à eux, c'est l'ensemble des terres qui sont soumises au cycle cultural. Donc, c'est-à-dire la portion du finage qui est concrètement exploitée. En plus de ces études socio-économiques et de ces études sur les finages villageois, il serait intéressant effectivement de pouvoir également étudier la consommation de viande de brousse au sein des populations riveraines de la concession forestière. La question centrale est de pouvoir finalement mieux comprendre le niveau de dépendance des populations vis-à-vis de la chasse et vis-à-vis des protéines issues de la viande de brousse. Donc, les études socio-économiques vont nous permettre non seulement de recenser la population humaine, mais également de caractériser un petit peu les ménages, le niveau d'éducation, les sources de revenus pour ces différentes populations. Évidemment, il est question ici de porter une attention particulière sur la question des activités de chasse et les activités qui permettent de s'approvisionner en nourriture. Pour cela, il va être nécessaire également de faire des études de cartographie participative du finage villageois. On va donc identifier les zones de chasse, les zones de campement, les pistes qui sont utilisées pour pouvoir piéger la ressource faunique. C'est clairement ici une mesure qui est délicate à mettre en œuvre parce qu'elle nécessite d'avoir un niveau de confiance important avec les populations. Il est impératif ici que les enquêteurs qui vont faire l'étude socio-économique ne divulguent pas les informations qui sont obtenues dans le cadre de ce genre d'études. Vous voyez ici, par exemple, à ma gauche, sur ce schéma, un exemple d'une carte de terroir de chasse qui ont été basées sur des relevés GPS et une cartographie participative. Toujours pour la caractérisation des menaces, on peut également faire des études qu'on appelle les suivis casseroles, c'est-à-dire des études qui nous permettent de savoir ce dont se nourrissent les populations riveraines de la concession. Ce type d'étude va permettre de déterminer la proportion de viande de brousse dans l'alimentation des populations, mais également d'identifier les autres sources de nourriture. Et il est important justement de pouvoir mettre tout cela en corrélation avec les actions de l'entreprise, notamment les contrôles aux barrières. Encore une fois, ici, pour pouvoir avoir accès à ce type de données et d'informations, il est absolument impératif d'obtenir la confiance des populations en question. Ensuite, nous pouvons mettre en place des mesures conservatrices. Ici, on va voir comment pouvoir identifier et conserver des zones importantes pour la faune. Vous avez une fiche technique également disponible dans l'ouvrage de référence. Quand on parle de zones importantes pour la faune, on peut parler des séries de conservation. C'est notamment un terme qui est repris dans la législation congolaise ou même qui est familier des entreprises qui sont certifiées FSC. Ces séries de conservation, ce sont donc des surfaces qui vont être mises hors exploitation ou en tout cas qui vont faire l'objet d'une exploitation adaptée, à faible impact notamment, et qui vont également bénéficier d'une certaine surveillance et des opérations accrues de lutte anti-braconnage notamment. La chasse va y être réglementée, voire interdite. Il va falloir également identifier des zones de haute valeur de conservation. Là aussi, c'est une notion qui est familière des entreprises qui sont certifiées FSC. Et parmi les hautes valeurs de conservation, on pense surtout
au HVC 1.4, les concentrations saisonnières des différentes espèces. Ici, on peut parler des bailles et des clairières forestières, qui sont des zones à forte densité de ressources alimentaires et qui vont attirer certaines espèces animales. Mais les corridors écologiques sont également importants à considérer comme des zones de haute valeur de conservation. Et pour les entreprises qui sont impliquées dans le processus PAFC, on va également essayer d'identifier des aires forestières écologiquement importantes. Et ici, il y a toujours la grande question de savoir est-ce qu'il faut délimiter ou non ces zones importantes pour la faune. Une délimitation va faciliter l'identification sur le terrain, mais également peut faciliter l'accès à ces zones, ce qui peut être contre-productif si la facilitation d'accès permet d'augmenter la menace. On va parler également de mesures de sensibilisation ou d'information. Il va y avoir différents publics et donc il est important d'adapter les messages et les supports également aux différents publics cibles. Pour les travailleurs notamment, on va parler de règlements d'ordre intérieur, on va parler de mesures sanitaires, de mesures de sécurité, de mesures d'hygiène, tous des sujets qui ne vont pas être abordés avec les populations riveraines. On va plutôt échanger sur les questions des droits d'usage. Mais les travailleurs et les populations riveraines vont être toutes deux impliquées dans toutes les campagnes de communication sur, par exemple, les réseaux d'alerte Ebola ou d'autres maladies, sur la législation en vigueur ou simplement de l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, c'est d'ailleurs également quelque chose que nous pouvons pratiquer auprès des écoles et des collèges des environs. Donc ici, vous voyez que différents canaux de communication peuvent être utilisés. Bien sûr, on peut informer et sensibiliser le personnel lors de la signature du contrat de travail. On peut également éditer des documents de sensibilisation ou des fiches techniques ou didactiques qui décrivent certaines procédures à suivre, par exemple notamment en cas de signalement de cadavres d'animaux. On peut également poser, comme vous le voyez sur cette image, des panneaux d'information qui vont permettre d'informer et de sensibiliser les populations et les travailleurs sur le statut de protection de certaines espèces. On peut également faire recours aux médias traditionnels, c'est-à-dire des contes, des chants, des proverbes, faire intervenir des griots. La projection de documentaires est également quelque chose qui est fortement apprécié et qui peut avoir son impact. Les émissions de radio sont également une possibilité. Nous avons vu des mesures de sensibilisation, des mesures conservatrices. Il y a également des mesures de répression. Et ces mesures de répression concernent notamment la lutte contre le braconnage. Alors, le braconnage, contrairement à la chasse, est une pratique illégale. La chasse peut, quant à elle, être légale. Il n'en reste pas moins que le braconnage est une menace directe, car elles affectent directement les populations animales. Mais il y a d'autres activités qui sont illégales et qui sont finalement des menaces indirectes, car elles concentrent une population humaine qui a besoin de se nourrir et qui pratique donc la chasse pour leur subsistance. C'est à différencier des droits d'usage, c'est à distinguer des droits d'usage qui concernent les besoins individuels ou communautaires des populations riveraines avec des moyens de chasse traditionnels. Concrètement, pour lutter contre le braconnage, il y a des mesures qui semblent assez évidentes à mettre en place. Il s'agit notamment de la fermeture des chantiers d'exploitation une fois que les chantiers sont terminés, le contrôle de l'accès au réseau routier qui aura été créé dans la concession, mais certainement le signalement des infractions. Alors comment est-ce qu'on détecte une infraction? Ça peut être au travers de patrouilles de surveillance, mais également des patrouilles mixtes de répression, c'est-à-dire des patrouilles en collaboration avec l'administration forestière.
Il peut également y avoir des systèmes de surveillance communautaire où ce sont les communautés qui viennent signaler l'existence d'infractions au sein de la concession. Et il peut toujours y avoir également des systèmes de surveillance passifs à distance, comme des trackers GPS, des pièges photos le long de certaines routes ou des capteurs acoustiques qui captent et qui enregistrent le son des coups de feu. Pour ces deux derniers systèmes, il est clair, pour ces deux derniers systèmes, le système de surveillance communautaire et le système de surveillance technologique passif, on ne peut que recommander d'établir des partenariats avec des experts. Alors le contrôle des routes et des voies d'accès à la concession font également partie des mesures répressives qu'une société peut mettre en place. Il faut ici faire attention à ce que prévoit la réglementation en matière de contrôle de l'accès routier. Normalement, l'accès est uniquement prévu pour les véhicules de la société ou pour les personnes qui sont autorisées, c'est-à-dire les autorités ou l'administration, les sous-traitants, les ONG avec qui on travaille en collaboration ou les institutions de recherche. Il y aura donc un choix à faire et certaines routes devront être fermées de manière permanente ou d'autres devront pouvoir encore être empruntées. C'est ainsi qu'on va pouvoir placer des barrières gardées avec un contrôle et un suivi des produits de chasse qui y transitent. Donc ça, c'est des barrières avec un gardien en rotation. Il peut aussi y avoir des barrières à cadenas pour tout ce qui est chantier et camps utilisés pendant plusieurs années. Et il y a également des dispositifs de fermeture permanente de l'accès routier. Et éventuellement des dispositifs de surveillance passive tels que des pièges photographiques peuvent être également positionnés à l'entrée de ces bretelles. En ce qui concerne la gestion des routes et des voies d'accès, un autre aspect qui est important à mentionner, c'est le lien qu'il peut y avoir entre les infrastructures routières et leur utilisation par les populations animales. Selon les espèces, cet impact va être différent. Par exemple, il peut y avoir une perception positive de certaines espèces à l'égard de ces routes, parce que simplement elles facilitent le déplacement. Ça va être certainement le cas des grands animaux comme les buffles ou les éléphants qui aiment emprunter ce réseau routier. Pour protéger ces animaux-là, il convient notamment bien de limiter la vitesse maximale de circulation ou d'interdire la circulation de nuit, par exemple. Pour d'autres espèces, comme le gorille, eh bien, ils vont apprécier les bords de route simplement pour la végétation herbacée qu'il va y trouver. Là, les mêmes mesures sont également à mettre en place. Et donc, on va limiter la vitesse de circulation, interdire la circulation de nuit, mais aussi maintenir la végétation près des ouvrages de franchissement. Par contre, d'autres espèces ne vont pas du tout apprécier la présence de cette route. Et pour toutes ces espèces, notamment celles qui sont chassées, il va falloir renforcer les activités de lutte anti-braconnage le long de ces routes et également interdire d'ouvrir des pistes dans les habitats qui sont prioritaires pour la faune. Pour d'autres espèces, ces routes présentent des barrières qui sont infranchissables. Ce sont notamment les espèces qui sont dépendantes de la canopée. Pour celles-ci, il va falloir mettre en place notamment des ponts de canopée qui vont permettre justement aux espèces de passer d'un côté à l'autre de la route. Alors voici un exemple de mesure accompagnatrice. Il s'agit de l'approvisionnement en protéines et en denrées alimentaires. Le fait est que l'exploitation forestière contribue à créer des villes qui sont isolées en forêt, là où il n'y en avait pas auparavant. Les personnes et les travailleurs de ces sociétés qui vivent dans ces villes ont un besoin alimentaire qui est important. C'est pourquoi il va falloir mettre en place des mesures d'accompagnement telles que des économas ou un système de transport vers les marchés ou un approvisionnement en protéines et en viande congelée. Nous pouvons aller un petit peu plus loin avec un appui au développement des activités alternatives à la chasse. Pour cela, il y a également une fiche technique dans le guide faune à la page 205.
C'est clairement une démarche qui est volontaire, mais qui est également très complexe. Ce genre d'appui, via des subventions, de l'aide matérielle ou des infrastructures collectives, contribue fortement à obtenir des bonnes relations avec les populations riveraines. Il y aura différentes thématiques qui pourront être couvertes et vous en avez ici une liste sur cette diapositive. Quand on pense à développer des activités alternatives, on pourrait également penser à toutes ces filières de valorisation des déchets de l'exploitation, que ce soit par la production de charbon de bois ou la cogénération électrique. Toujours dans le contexte des mesures d'accompagnement, la société forestière peut elle-même aider à organiser la chasse pour ses propres travailleurs. Évidemment, tout cela nécessite un suivi ultra rigoureux et l'accord des autorités. Tous les chasseurs qui sont impliqués devront bien sûr avoir des permis de chasse et être totalement en règle. Ces zones de chasse par les travailleurs devront se faire hors des territoires villageois et certainement dans des zones où la pression de chasse est faible. Ces zones de chasse ne seront pas toujours les mêmes, elles vont changer au cours du temps et il sera bien entendu très important de pouvoir y faire un suivi des populations animales afin de vérifier que notre mesure n'a pas un impact négatif qui n'était pas prévu. Quand une société se lance dans l'organisation de parties de chasse de cette sorte, il va falloir bien entendu déterminer des quotas par chasseur et par zone en respect avec les législations nationales. Le prélèvement devra être contrôlé, tout cela devra être correctement suivi. Et bien sûr, comme je le disais, des inventaires fauniques devront être organisés afin de vérifier que les populations animales restent bien stables et que la chasse reste durable. Plus spécifiquement concernant les camps forestiers ou les campements que la société va devoir implanter dans la concession forestière, eh bien, une question importante est évidemment leur installation et la zone d'installation. On ne va pas les mettre dans les zones qui sont importantes pour la faune. Par contre, on va rester toujours à proximité d'un cours d'eau. La question de la gestion des déchets non biodégradables devra absolument être traitée. Des fosses à ordures seront installées, il y aura également des latrines et toute cette zone va être complètement débroussaillée pour assurer la sécurité des travailleurs. Il y a une fiche technique à la page 217 du guide faune qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans ces mesures concernant les campements forestiers. Bien sûr, ces campements forestiers devront être approvisionnés régulièrement. La chasse devra y être interdite et une fois que le camp forestier aura fait son œuvre, il sera question de le détruire. Les structures seront démontées et ou brûlées, les fosses à déchets et les latrines seront rebouchées et tout ce qui était déchets non biodégradables seront emportés et ramenés à la base. Alors, en tant que mesure palliative, il y a la gestion des conflits homme-faune. Ici, encore une fois, on parle d'une démarche qui est relativement complexe, mais qui contribue fortement à entretenir des bonnes relations avec les populations riveraines de la concession. La majorité du temps, ces conflits avec la faune concernent les dégâts aux cultures, mais il se peut que parfois la présence de la faune génère des problèmes au niveau de la sécurité pour les personnes. Le conflit homme-faune et surtout le conflit homme-éléphant est un problème qui est complexe. On l'aborde à la page 223 du guide faune, mais il n'y a pas de solution miracle. L'important est évidemment de pouvoir limiter le risque en regroupant les champs et en débroussaillant les zones là où c'est nécessaire, en tentant de protéger les cultures, notamment avec des clôtures électriques. Il y a parfois des systèmes de compensation qui sont mis en place. C'est le cas notamment au Congo, où des indemnités en cas de dommages aux cultures sont prévues. Mais le processus est de toute façon long et complexe pour les personnes qui habitent dans ces communautés locales. Et enfin, je ne pourrais pas clore cet exposé sans parler de l'impact direct de l'exploitation forestière sur une espèce emblématique protégée.
Il s'agit ici des communautés de chimpanzés qui sont particulièrement vulnérables aux opérations d'exploitation parce que ce sont des animaux qui sont territoriaux et quand elles sont déplacées par les perturbations que crée l'exploitation forestière, elles peuvent se retrouver à pénétrer dans le territoire des chimpanzés voisins. Cela crée des conflits qui peuvent aller jusqu'à la mort de certains individus. Donc pour éviter cela, il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises, et notamment la cartographie des noyaux des territoires des chimpanzés. Alors cela paraît très complexe à faire, dans le contexte notamment d'une exploitation forestière, et pourtant il y a une technique d'inventaire qui le permet, c'est la technique ARTS, dont on parle dans une autre vidéo, et qui nous permet à un coût relativement faible de pouvoir justement faire la cartographie de ces territoires. C'est ce que vous pouvez d'ailleurs voir sur cette carte à ma gauche où on peut noter 2 noyaux de territoires de chimpanzés. L'idée, quand on organise les opérations d'exploitation, c'est de faire en sorte que ces noyaux ne puissent pas se rencontrer, c'est-à-dire que le front d'exploitation ne pousse pas un des noyaux vers l'autre. On va donc pour cela préférer travailler par poches forestières, et par cela j'entends des poches naturelles, des zones de forêt qui se situent entre deux rivières par exemple. On va préférer, lors des opérations, alterner l'exploitation de différentes poches. On va vouloir aussi travailler de la périphérie vers le centre du noyau. Une autre mesure qui peut être mise en place, c'est l'organisation de campagnes de décablage dans ces zones où des noyaux de territoire de chimpanzés auront été identifiés. Cela permettra à ces communautés de chimpanzés de rester au sein de leur territoire tout au long du cycle de l'exploitation. Voilà, cet exposé se termine et je vous remercie de votre attention. Alors ceci clôture notre vidéo de formation. J'espère que l'exposé a été suffisamment clair pour vous et que vous allez pouvoir mettre en application les différentes notions que vous avez apprises. N'oubliez pas que vous avez toujours cet ouvrage de référence, le guide faune, que vous pouvez télécharger si vous n'avez pas déjà fait, et dans lequel vous allez trouver énormément d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Allez, je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Ciao!